Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Récap Info. Au terme d'une actualité chargée cette semaine, je reçois le président du groupe écologiste Solidarité et Territoire au Sénat, le sénateur de l'Isère, Guillaume Gontard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Depuis fin septembre, les écologistes ont de nouveau un groupe au Sénat. C'est seulement la deuxième fois sous la Ve République. Il s'appelle le groupe écologiste Solidarité et Territoire et compte 12 membres, puisque 12, c'est le nombre de sénateurs qu'il faut pour pouvoir créer un groupe. Guillaume Gontard, vous en êtes donc le président. Il me semble pourtant que, avant d'être président de ce groupe, vous étiez membre du groupe CRCE, celui du Parti communiste. Vous avez changé de sensibilité ? Alors, j'ai pas changé de sensibilité. Alors déjà, pour faire un groupe au Sénat, c'est 10. Il faut être 10 membres. À l'Assemblée nationale, c'est 15. Donc nous, on est un groupe de 12, qui est du coup un groupe costaud, qui est fait pour durer. Oui, effectivement, j'ai été rattaché au groupe CRCE, donc communiste, républicain, citoyen et écologiste, pendant ces trois premières années au Sénat. Parce que aussi il n'existait pas de groupe écologiste, et puis aussi parce que c'est vrai qu'en Isère, j'étais élu sur une liste de rassemblement qui rassemblait bien sûr les écologistes avec Europe Écologie Les Verts, Génération, et puis le Parti communiste, et puis d'autres personnalités aussi non encartées. Naturellement, j'ai rejoint le groupe CRCE parce qu'il y a 3 ans, il fallait aussi renforcer ce groupe. Là, les choses ont un petit peu changé, puisqu'il y avait cette possibilité un petit peu historique d'avoir un groupe écologiste. Et ça, je trouvais que c'était aussi particulièrement important en termes de démocratie aussi. C'est que cette voix-là puisse se faire entendre par rapport aussi aux élections municipales, puisqu'on a eu un certain nombre de beaux résultats pour les écologistes de nombreuses villes, Lyon, Marseille, etc., qui ont eu de beaux résultats. Et donc il fallait que, c'était peut-être même une anomalie, et je dirais démocratique, que cette sensibilité-là ne soit pas représentée au Sénat. Maintenant, c'est chose faite. Et donc j'ai effectivement participé, mais j'y ai participé aussi, je dirais, en discussion et en lien avec ce qu'on avait mis en place en Isère, notre comité sénatorial, qui est ce comité aussi du rassemblement de la gauche et des écologistes, pour se dire que si peut-être les conditions pour l'instant n'étaient pas encore réunies pour avoir un rassemblement plus large au Sénat, c'était intéressant qu'il y ait 2 groupes qui puissent se répondre, qui puissent être complémentaires, qui puissent co-construire des choses, mais en tout cas qui ne sont pas des groupes concurrents. Pourquoi vous avez décidé de candidater à cette présidence de groupe ? Pour plusieurs raisons. Je pense à la fois parce que je pense qu'on a fait quelque chose d'intéressant en Isère, justement, à la fois c'est cet esprit de rassemblement, de travailler ensemble, de collectif. Et moi, j'avais envie de montrer ça, en tout cas de proposer ça au groupe en termes de gouvernance, de dire qu'on pouvait travailler vraiment de manière collective, que ce n'était pas un seul homme, une seule femme qui était le chef. Il faut bien sûr des chefs, mais moi j'avais envie de montrer aussi cet esprit collectif. Je pense qu'on a aussi à innover justement en termes de démocratie et de fonctionnement, et j'ai envie de montrer ça à travers ce groupe. Et puis, je dirais, ce groupe, c'est aussi, c'est aussi cette parole des écologistes qui est importante, qu'il faut qu'on mette en avant, et ce que je disais, peut-être cette anomalie démocratique, mais aussi cet aspect social, et de montrer qu'on peut construire quelque chose, qu'on peut construire et co-construire aussi avec les autres groupes du Sénat un vrai projet pour l'avenir. On sait qu'on va avoir des séquences importantes, les départementales, les régionales, les présidentielles, et on sait qu'on va avoir 3 années très chargées sur lesquelles il va falloir vraiment qu'on mette en place une stratégie. Vous étiez opposé à Esther Benbassa, également CRCE. Alors, elle n'était pas franchement ravie de ne pas l'emporter. Elle a même déclaré, même à Europe Écologie Les Verts, les femmes ont des difficultés à avoir une présidence de groupe. C'est une déception du moment, vous pensez ? Alors, c'est vrai que il y a eu des choses qui sont parues. Moi, je peux faire juste état de la réalité de ce que j'ai pu vivre. Forcément, il y a eu des discussions, il y a eu un choix qui a été fait, ce que je disais sur peut-être à la fois la gouvernance qu'on voulait mettre en place. C'est vrai que moi, j'ai aussi axé sur cette question de la ruralité, de la place des territoires, parce que ça me semblait important que ça soit qu'on puisse en parler, et que les écologistes puissent parler de ça
encore plus au Sénat. Donc c'est aussi ce que j'ai voulu mettre en avant. À un moment donné, il y a eu un choix qui a été fait. À un moment, on a dit que vous étiez peut-être plus consensuel qu'elle. Peut-être, en tout cas, voilà. Enfin, en tout cas, je pense que voilà, mes collègues sont peut-être plus reconnus avec ce que je proposais. Mais ce que je dirais, ça s'est fait très naturellement et je dirais très rapidement. Je comprends tout à fait la déception d'Esther, en plus qui est une personne que j'apprécie. Donc, mais je dirais que 2 heures après, on était déjà en réunion à travailler. Et d'ailleurs, moi, je tire mon chapeau à Esther Benbassa qui a cette capacité à passer très vite, à être constructif et à travailler justement dans le collectif pour le groupe, parce qu'on était tous très attachés justement à ce que ce groupe puisse exister et puisse être en ordre de marche très rapidement. Donc je dirais que voilà, je pense que franchement, on est 12, on est déjà une vraie famille. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on a des élus qui sont très bien répartis géographiquement, avec des élus de métropole, des élus plus ruraux, un élu de Corse également. Donc une belle diversité. Et donc c'est à travers cette diversité-là, je pense qu'on va pouvoir aussi faire de belles choses. En tout cas, maintenant, ça y est, on est déjà au travail. Et je pense que on a toutes les armes, en tout cas, pour avancer. Qu'est-ce que ça change d'être un groupe? C'est vraiment ça? C'est un moteur? Ah bah c'est sûr que ça donne des possibilités. Déjà, le fait de on vous écoute c'est quasi indispensable de toute façon d'être dans un groupe pour pouvoir exister au Sénat ou même à l'Assemblée nationale. Mais le fait d'avoir un groupe cohérent aussi politiquement, parce que c'était ça aussi que moi je trouvais important, c'est qu'on puisse porter quelque chose de vraiment cohérent avec un axe politique très fort, social, écologique, et ça me paraissait important, et ça on a réussi à le faire. Un groupe qui soit stable, ça nous permet juste d'avoir du temps de parole, d'avoir aussi une vraie stratégie sur du court, du moyen et du long terme, des possibilités de déposer des textes de loi, d'amender des textes, d'avoir une vraie réflexion collective et puis surtout d'apporter cette parole de la transition écologique qu'on doit mettre en place, de ces 3 piliers. Le social, l'écologie, mais aussi la démocratie, parce que c'est aussi important. Je pense qu'on peut apporter beaucoup sur le rapport aux citoyens, le rapport des citoyens avec les élus et sur peut-être une autre manière d'appréhender la chose politique. C'est un petit peu votre feuille de route pour les années à venir? Oui, notre feuille de route, bien sûr, c'est de co-construire avec l'ensemble des autres acteurs ce projet politique qui doit être un vrai tournant, parce qu'il y a une urgence, il y a même une urgence parce qu'on a la crise sanitaire, on a la crise du Covid, mais cette crise-là ne doit pas ne doit pas évacuer la crise climatique qui est là, qui est plus présente que jamais. On en voit les conséquences tous les jours. Et on a l'impression que chaque jour, on prend du retard parce que rien ne se passe, rien ne se fait. C'est toujours l'écologie plus tard. Et je trouve qu'on a même des risques là avec cette crise du Covid, cette crise économique, de dire bon, ça passera après, ça sera pour plus tard. Et non, on a une urgence. Et ça, je pense qu'on peut être nous. En tout cas, on va mettre la pression, on l'a déjà mise pour avancer encore plus vite parce qu'il faut, on le voit bien, il faut complètement changer de modèle, il faut inverser la vapeur et donc on doit préparer ça. Il y a des dossiers concrets sur lesquels que vous souhaitez déjà présenter, discuter? Il y a déjà eu des dossiers, mais il y a un dossier qui va arriver mardi, qui est le dossier sur les néonicotinoïdes, qui est, je dirais pour moi... Qui a déjà été voté à l'Assemblée nationale. Qui a déjà été voté à l'Assemblée nationale, qui est pour moi un pur scandale. C'est-à-dire que c'est un dossier qui a été débattu, discuté en 2016 de manière très démocratique dans les 2 assemblées, qui a été voté pour dire, et pas pour rien, je veux dire, parce qu'il y a eu X études scientifiques sur les dangers des néonicotinoïdes, avec une décision de dire on les retire, on arrête. Et puis, parce que ça a été aussi, je dirais, prévu par un certain nombre de lobbies, de syndicats, de dire on ne fera rien, on va attendre, parce qu'on va revenir sur cette mesure-là. Et là, je trouve vraiment contestable que le gouvernement soit tombé dans le panneau et se dise qu'on va remettre sous ce texte, remettre en place ces néonicotinoïdes, alors qu'on sait bien que la crise de la betterave, la crise du sucre, elle n'est pas liée uniquement au fameux puceron, à la fameuse jaunisse. On sait que c'est la question de la surproduction de sucre, le lien avec le Brésil, l'arrêt des quotas, et que la crise du sucre, elle date de bien plus longtemps, et puis que surtout on est en train de mettre quelque chose en place
la crise liée à la jaunisse, elle a déjà eu lieu pour cette saison-là. Donc on va mettre des produits en prévision de ce qu'il pourrait y avoir demain et après-demain. Donc en fait, si on suit cette logique-là, ça veut dire qu'on n'en sortira jamais et qu'on n'arrêtera jamais. Alors que la solution, on la connaît tous, c'est encore une fois de changer de modèle agricole et à un moment donné, il va falloir le faire réellement, mettre les moyens. C'est ce qui n'a pas été fait entre 2016 et maintenant, c'est-à-dire qu'on a laissé faire. Eh bien non, il faut vraiment accompagner cette agriculture vers à la fois de la polyculture, vers une production de sucre bio. Ce qui est quand même fou sur notre territoire, c'est que à la fois on a une surproduction de sucre, mais on manque de sucre bio français. Donc je pense qu'il y a un vrai avenir pour cette agriculture-là. Et maintenant, il faut y aller. Et d'ailleurs, sur cette question, tout LREM n'était pas d'accord, puisque à votre place, la semaine dernière, il y avait le député Jean-Charles Collaroy qui a voté contre cette proposition sur les néonicotinoïdes. J'espère que ses collègues au Sénat d'En Marche suivront sa démarche, parce que c'était intéressant. Je pense que même lui se rende compte de ça et prenne ce contre-pied. En tout cas, nous, mardi, on sera vraiment en place et on utilisera tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire en sorte que cette erreur ne se fasse pas et qu'on reste à cette interdiction de 2016. Alors, vous n'êtes peut-être pas une femme, j'en suis même à peu près sûre, mais vous êtes le plus jeune président de groupe. Vous avez 46 ans, je crois. Je suis un peu plus vieux. En fait, pour dire que les présidents de groupe ne sont pas très très jeunes, parce que j'ai 49 ans et que voilà, je suis effectivement le plus jeune des présidents. Mais c'est vrai que voilà, la moyenne d'âge au Sénat n'est pas extraordinairement jeune. Mais c'est vrai que c'était un moment d'ailleurs important pour moi, cette conférence, la première conférence des présidents avec l'ensemble de mes collègues des groupes politiques. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de choses à faire, notamment des tirages au sort, et qu'en tant que plus jeune, c'est moi qui ai pu faire ce tirage au sort. Ouais. En 2011, l'Isérois André Valigny avait déclaré, je cite, qu'il ne se passait rien au Sénat, que le palais du Luxembourg c'était vieillot et que ça ressemblait à un bordel des années 30. Est-ce que ça a changé depuis 10 ans ? En tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a pris goût parce qu'il y est retourné. Donc, on peut se dire que voilà. Moi, j'ai découvert effectivement le Sénat, j'ai découvert cet environnement. Je pense bien sûr qu'il y a des choses, je parlais de démocratie, je pense qu'on a des choses à réfléchir sur ce lien, sur la place justement d'une deuxième chambre. Cette deuxième chambre, ce bicamérisme, moi, me paraît important, mais je pense qu'il y a vraiment des choses à renouveler et à réfléchir. Par contre, dans le fonctionnement actuel, je pense qu'il y a des choses particulièrement intéressantes et on l'a montré ces derniers temps, quoi. À la fois ce contre-pouvoir que pouvait avoir le Sénat et puis aussi peut-être ce qu'on peut mieux faire qu'à l'Assemblée nationale, parce que c'est vrai que l'Assemblée nationale est peut-être plus sous le feu des projecteurs et peut-être il y a plus de jeux politiques, de postures. Nous, c'est vrai qu'on est un petit peu plus discret, on est peut-être un peu moins voyant, mais par contre, je trouve qu'il y a un vrai travail de fond, un vrai travail en profondeur, la vraie possibilité de travailler avec d'autres groupes politiques. Et ça, c'est une force du Sénat, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais raison tout seul, et donc on peut co-construire avec nos collègues, et on peut arriver à vraiment améliorer, arranger, enrichir les textes. Et c'est vraiment le rôle du Sénat. Et puis à travers aussi mission d'information, commission d'enquête, on a vu que le Sénat pouvait être présent et pouvait réellement jouer son rôle de contre-pouvoir. Alors je le disais en débutant cette émission, l'actualité a encore été très chargée ces derniers jours. Mais le sujet qui domine, c'est bien sûr l'épidémie de Covid-19. La situation ne cesse d'empirer. Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que la zone d'alerte maximale et le couvre-feu de 21h à 6h s'étendraient à compter de vendredi minuit à 54 départements. La métropole grenobloise était déjà concernée depuis une semaine. C'est désormais le cas pour tout le département de l'Isère. Les services de santé enregistrent de plus en plus de cas. La circulation de la Covid-19 est en augmentation sérieuse et alarmante sur le territoire Grenoble-Sud et le taux de positivité s'élève à 19% sur les personnes symptomatiques. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Monique Sorrentino, la directrice du CHU Grenoble-Alpes, qui participait jeudi matin à un nouveau point Covid hebdomadaire. Sur les sites de Grenoble, Voiron, Clinique des Cèdres, Beldon et GHM, 98 personnes sont hospitalisées, 62 sont en soins critiques. Dans ce contexte, l'objectif, c'est de libérer des lits. On se prépare et puis on adapte toujours notre capacité. Donc on a déprogrammé de la chirurgie depuis ce lundi 19 sur les demandes de l'Agence régionale de santé, les chirurgies qui n'étaient pas urgentes et qui ne faisaient pas perdre de chance aux patients. Donc ça nous a permis de créer dans chacun des établissements de Grenoble et de Voiron
des capacités supplémentaires de lits de médecine pour accueillir des patients atteints de Covid et des patients atteints d'autres pathologies. Et puis aussi de mobiliser des ressources, que ce soit soignantes ou médicales, pour créer, si besoin, des lits de surveillance continue ou de réanimation. Si c'était nécessaire. On sait qu'à peu près 20% des patients hospitalisés pourraient avoir besoin de soins critiques, donc soit soins intensifs, soit réanimation. Donc on doit se préparer, avec le nombre de patients hospitalisés, à avoir besoin de plus de lits de soins. Et bien sûr, toute l'activité chirurgicale d'urgence est maintenue, la traumatologie, les urgences, si on a besoin d'être opéré en urgence d'une appendicite ou d'une péritonite, on sera opéré. L'activité de cancérologie est également maintenue, donc on ne souhaite pas déprogrammer le traitement des patients cancéreux, ce qui avait été le cas au mois de mars-avril où toute l'activité avait été arrêtée de ce côté-là. Donc là, on veut poursuivre. Par contre, tout ce qui est des urgences fonctionnelles ou des chirurgies qui peuvent être différées, elles seront différées. Alors on le sait, le taux de positivité est important chez les jeunes. Le centre du dépistage du campus sera fermé du 26 au 30 octobre. Les personnels ou étudiants ayant besoin d'un test pourront le faire au CHU. Les prises de rendez-vous se font sur le site MySuga. Et puis les tests rapides TROD sont également suspendus durant cette période sur le campus. Guillaume Gontard, qu'est-ce que vous pensez des nouvelles mesures du gouvernement ? Sur les nouvelles mesures, déjà c'est vrai qu'on est face à des chiffres et une situation qui est préoccupante, donc moi, je comprends tout à fait qu'on agisse. Je dirais sur les mesures en tant que telles, moi ce qui peut-être me gêne le plus, et puis j'ai pu le dire puisqu'on avait eu une réunion avec Jean Castex et puis Olivier Véran, c'est d'être très vigilant sur la manière de co-construire en fait ces décisions avec les territoires, avec les collectivités, avec les communes. C'est un manque de concertation c'est-à-dire que ce n'est pas que partager l'information, c'est aussi co-construire parce que c'est vrai que ce sont les communes, ce sont les intercommunalités qui sont en première ligne avec les habitants, qui font ce travail de proximité, qui appliquent ces mesures. Et donc il faut qu'on puisse vraiment les associer en amont, mais aussi les associer sur les choix. Et ça, souvent, c'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a une décision, on a vu un peu, et c'est assez typique à la France, des annonces d'un président de la République qui dit voilà ce que nous allons faire, et puis voilà, et puis tout le monde écoute, et puis et je pense qu'on pourrait avoir une autre méthode de mieux associer l'ensemble des acteurs des territoires. Mais est-ce qu'on a le temps ? Cette co-construction, est-ce que ça ne ferait pas perdre un peu plus de temps dans une situation On voit bien que les chiffres, ça faisait déjà un certain temps, quand le président de la République s'est exprimé, on avait déjà un certain nombre d'éléments. Donc pour moi, ce travail peut tout à fait se faire et sera d'autant plus efficace si on associe vraiment correctement l'ensemble de ces acteurs. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement, on le dit, on le redit, mais je pense qu'à chaque fois, on a ce temps de retard et c'est pourtant important. Et puis après, il y a, je pense, à être très vigilant. J'ai entendu à la fois sur les autres pathologies que le Covid, sur lesquelles il faut faire attention aussi, ne pas les mettre de côté. On l'a vu pendant le confinement que ça avait pu être un problème, c'est-à-dire qu'on avait tout mis, et à juste titre, pour qu'il y ait des lits disponibles, mais en faisant un peu une croix sur les autres pathologies qui sont pourtant tout aussi importantes à traiter. Et puis, aussi une vigilance particulière sur les publics défavorisés. C'est vrai que le Covid est encore plus impactant pour les plus pauvres, on le voit. J'écoutais ce matin des chiffres où sur les foyers de logement ou les foyers de travailleurs, on avait des taux de positivité de 60 voire 80%. Les personnes sans domicile aussi, la situation, puisqu'on a mis en place un couvre-feu, mais quand on n'a pas de domicile, ça devient très compliqué, encore plus compliqué. Et donc je pense qu'il faut qu'on mette vraiment les moyens adéquats, qu'on accompagne aussi les maraudes et qu'on soit vraiment très vigilant envers ces publics-là qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire. Vous avez été maire du Percy, une petite commune de 170 âmes dans le Trièves pendant plus de 10 ans. Pour vous, est-ce que ça a du sens de faire un couvre-feu au Percy ? Non, parce que, évidemment, non, mais on n'a pas le terme de rassemblement. On le voit bien, de toute façon, la vraie problématique qu'on a actuellement. Je suis revenu hier de Paris, j'étais dans le train. Bon, il y a eu des aléas à la gare de Lyon-Pardieu. Et je veux dire, là, on avait des beaux clusters, et que ça soit dans le métro et sur toutes ces questions de déplacement. Donc je pense que là aussi, il y a vraiment à se poser des questions sur tous les lieux de vraiment rassemblement. Je pense notamment au travail, je pense dans les écoles, et puis dans tous ces lieux de rassemblement que sont
les transports. Et c'est vrai que là, je trouve qu'on est pour le coup un petit peu léger sur ce qu'on pourrait faire. Après, j'ai vu aussi, je crois, je ne sais plus si c'est la Creuse ou je ne sais plus quel département, qui disait qu'ils avaient 5 cas et que pourtant ils étaient aussi en couvre-feu. En couvre-feu. Ouais. Bon, après, je comprends qu'il faut prendre des mesures un petit peu générales. D'un autre côté, il faut aussi que ça soit compris par tout le monde. Mais c'est vrai que oui, au Percy, je pense que c'est pas là où on a les plus gros risques. Et c'est effectivement, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur les zones où il y a la plus forte population et où il y a des plus grosses zones, des plus grosses risques de contamination. Pour la 5e fois en 7 mois, un projet de loi sera présenté ce week-end aux députés pour leur demander de prolonger l'état d'urgence sanitaire. Les sénateurs se pencheront sur le texte la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes favorable à cette prolongation ? La problématique, elle est que, voilà, c'est les termes état d'urgence. Donc, moi, je peux comprendre que dans le cadre d'un état d'urgence, on ait quelques mesures et quelques facilités pour que le gouvernement puisse agir vite. Mais il faut vraiment que ça soit dans un temps donné, parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur les libertés publiques de cette manière-là. C'est vrai que juste avant cette annonce justement d'un nouveau plan d'état d'urgence, pendant cette semaine, on était en train de discuter sur la phase intermédiaire, qui était la suite de l'état d'urgence et qui était la zone intermédiaire, pour justement la prolonger. On a travaillé jusqu'à 1h du matin et puis le Premier ministre nous a annoncé le lendemain qu'en fait ce texte était retiré parce qu'on allait rediscuter un texte sur l'état d'urgence. C'est pour vous dire aussi des fois, parfois, l'impréparation qu'il peut y avoir de la part du gouvernement alors que les choses sont quand même connues depuis longue date. On sera très vigilant effectivement aux libertés publiques parce qu'on ne peut pas tout balayer comme ça. Il y a des mesures qui peuvent être importantes, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et surtout que ça soit bien défini dans le temps et que le Parlement soit particulièrement associé à toutes ces phases. On va changer de sujet. Vous êtes membre aussi du groupe développement économique de la montagne. À l'approche de la saison d'hiver, les stations tentent de s'adapter. Et je vous propose de voir comment avec ce reportage de Lilian Veillé, tourné lors du dernier congrès des domaines skiables de France qui s'est tenu à Alpexpo. On en reparle juste après. Comment on s'organise face à la Covid? Si beaucoup d'incertitudes planent encore autour de possibles tests PCR à la montagne avec des résultats en 24 heures, une chose est sûre, le port du masque sera obligatoire. Nous allons respecter les consignes qui vont être données au même titre que ce que nous avons fait cet été, c'est-à-dire le port du masque dans tout déplacement en remontée mécanique, qu'elle soit fermée ou ouverte, et dès que l'on skie, on enlève le masque. Respecter les mesures barrières, garder ses distances avec les autres skieurs, mais globalement pas de nouvelles mesures ni de limitation de la jauge dans les 250 stations de ski françaises. Pas de limitation de nombre de personnes, non. Nous sommes un transport, en plus 80% de nos transports sont ouverts. Donc sur un siège en plein air avec un masque, je pense que le risque d'infectiologie, ou même dans une cabine où on passe peu de temps, c'est comme dans un métro, c'est comme dans un train. À partir du moment où on se protège et qu'on respecte les gestes barrières, tout va bien. Mais alors, quid des bars, restaurants et hébergements où on est parfois à l'étroit à la montagne? Pour l'instant, aucune mesure concrète, il est encore trop tôt. L'objectif est de rassurer la clientèle, car à la montagne, il y a de la place. Il faut vraiment qu'on convainque le gouvernement, les autorités sanitaires, qu'on peut avoir une vie normale en station, en évidemment mettant en place des protocoles sanitaires très stricts. Il ne faut pas opposer santé et économie. Il faut à la fois lutter contre le Covid, mais continuer à vivre, continuer à travailler, continuer à produire. C'est essentiel parce que sinon la crise sociale s'ajoutera à la crise sanitaire. Et les patrons de stations sont plutôt optimistes. Cet été, le tourisme a augmenté de 15% parmi les visiteurs français. On l'a vu cet été avec une fréquentation record de la clientèle française. Ce qui s'est passé au niveau de la crise, en fait, a permis à une partie de la clientèle, notamment française, de découvrir la montagne. Et peut-être que les gens qui sont venus la première fois cet été vont revenir cet hiver. Je crois qu'il est encore trop tôt pour tirer un bilan d'autant plus pessimiste. Je trouve que les premiers chiffres sont plutôt encourageants par rapport à ce qu'on pouvait craindre à partir de cet été. Peut-être plus de touristes français et sûrement moins de touristes étrangers. Ils représentent quand même un quart des visiteurs en station et cela pourrait impacter les recettes des domaines skiables de France qui avoisinent le milliard d'euros chaque année. Guillaume Gontard, est-ce que vous pensez que les touristes vont pouvoir continuer à faire vivre la montagne cet hiver ? C'est sûr que les conditions sanitaires, ça a été dit, sont compliquées. Moi, je pense que ça doit aussi... Alors, il faut mettre en place des protocoles, mais ça doit aussi nous alerter sur notre modèle et notre modèle touristique autour des stations de ski. Et c'est vrai que le modèle 100% ski, qui est aussi tourné vers une clientèle, pour le coup, assez prioritairement étrangère, on voit bien ses limites aujourd'hui, à la fois avec cette crise sanitaire, mais couplée
avec la crise aussi, la crise climatique. Les territoires de montagne, on sait, sont touchés 2 fois plus fortement par ces changements climatiques et donc ont besoin de s'adapter encore plus vite. Et donc, il y a une urgence encore plus forte sur ces territoires-là. Moi, ce qui m'inquiète, bon, bien sûr, il y a cette crise sanitaire, il va y avoir cette adaptation, mais il y a aussi le moyen et le long terme, et notamment aussi sur des stations de moyenne montagne, où on a un nombre de stations de ski, on l'a vu déjà sur la saison dernière, qui sont en très grande difficulté par le manque de neige, par le réchauffement climatique, et sur lequel il va falloir clairement imaginer autre chose, imaginer un autre tourisme, parce que là, clairement, il va falloir s'adapter, parce que c'est des stations qui mettent la clé sous la porte, parce que les collectivités ne peuvent plus les soutenir, parce que tout simplement parce qu'il n'y a plus de neige, et donc il va falloir réfléchir, s'adapter, parce que c'est aussi des emplois à la clé, c'est toute une activité économique qui tournait autour de ces stations de ski, mais je pense qu'il y a réellement de l'espoir sur une autre manière d'appréhender la montagne. Je pense qu'on l'a vu au sortir du confinement. On a même eu des problèmes de surfréquentation à certains endroits. Moi, je l'ai vu sur le Trièves, mais je sais que ça a été partagé sur Beldon, sur d'autres territoires. Et donc, un vrai retour, une vraie envie, un besoin aussi de s'extraire des villes, et on le voit encore plus avec cette crise sanitaire. Et donc là, il y a une vraie carte à jouer en matière de tourisme, un autre type de tourisme, d'aller chercher autre chose. Et donc, c'est à ça réellement qu'il faut travailler. On sait qu'il y a un cluster de la transition des territoires de montagne et des états généraux en juin qui sont prévus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille, c'est qu'on avance vraiment sur ces questions et ne pas s'enfermer sur un modèle qui, hélas, n'a plus tellement d'avenir. Grenoble a été la première grande ville de France à avoir un maire écologiste. Elle sera capitale verte européenne à compter de 2022. On le sait depuis le 8 octobre. C'est une bonne nouvelle pour l'écologie en France ? C'était une très bonne nouvelle. Moi, j'ai été très content. J'avais accompagné en fait tout ce processus et puis surtout, c'est mérité. Parce que je pense que ce qui s'est passé à Grenoble, pour une fois, je veux dire, de l'extérieur, en tout cas, c'est clair, Je veux dire, Grenoble est le symbole de cette transition, de ce virage écologique, et puis des perspectives qu'on peut donner, parce qu'il reste encore énormément de choses à faire autour des énergies, autour des déplacements. Mais Grenoble a donné cette impulsion, était déjà, mais devient encore plus fortement un exemple pour l'ensemble des villes européennes et les villes du monde. Donc en termes d'image, je dirais, il n'y a pas mieux. Et moi, je remercie toutes les équipes, l'équipe municipale, Éric Piolle, que je vois sur l'écran pour ce travail et pour cet investissement. Et puis en plus, c'est aussi de l'argent, puisque c'est 350 000 euros qui sont alloués avec ce prix. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Éric Piolle pourrait décider de se présenter aux élections présidentielles de 2022. Si le choix doit se faire entre lui et Yannick Jadot, vous soutiendrez le maire de Grenoble ? Alors je pense que le choix, c'est sûr que ma proximité déjà géographique avec Éric Piolle est incontestable. Sur le choix, moi, je dirais que c'est un peu une question de journaliste. On a toujours envie de mettre vite une tête sur. On a des élections présidentielles qui vont être là, qui vont arriver, qui sont particulièrement importantes parce que je pense qu'on a une responsabilité, une double responsabilité. On a la responsabilité que pour une fois, on ait un deuxième tour avec un vrai choix politique. Moi, je crois fermement et fortement, et puis en tout cas, je l'espère, qu'on puisse avoir un vrai deuxième tour, puisque c'est le système qu'on a, un système présidentiel, il faut passer par là, mais qu'on ait un vrai deuxième tour où on puisse éjecter l'extrême droite, qu'on puisse éjecter le Rassemblement national et avoir ce vrai choix de société, le choix ultralibéral, celui qui est mis en place actuellement par Emmanuel Macron, et puis cette société écologique, sociale qu'on souhaite mettre en place. Donc il y a cette première responsabilité, c'est d'arriver à ce premier tour et que pour une fois, on puisse avoir un vrai vote positif pour dire je veux faire ce choix-là, je veux aller vers cette orientation-là. Donc ça, pour moi, c'est un vrai combat même démocratique. On a cette responsabilité-là. Et puis, il y a tout ce qui se passe avant de passer aux hommes ou aux femmes, parce que et il faut aussi qu'on réfléchisse clairement sur le programme, ce programme de rassemblement. C'est déjà des choses qui sont mises en place, il y a un certain nombre de tribunes, il y a déjà du travail qui est fait. Le groupe écologiste Solidarité et Territoire s'impliquera complètement dans cette co-construction et dans ce travail pour élaborer un programme, un vrai programme crédible, un vrai programme présidentiel qui change, parce que là, on est plus que jamais dans cette urgence.
Donc voilà, et ensuite, il y aura quelqu'un qui devra l'incarner, parce que c'est comme ça, c'est la Ve République, on a besoin de cette personne qui va incarner, cette présidente ou de ce président. Le moment viendra. Je pense qu'Éric Piolle, en tout cas, lui, est plutôt dans ce travail déjà de construction du programme, d'amener des idées, d'apporter des idées, de donner des perspectives. Et voilà, et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. La victoire de Grenoble, capitale verte, c'est aussi un peu celle de la métropole. Après une vague verte aux élections municipales, on aurait pu s'attendre à ce que Yann Mongaburu, candidat écologiste soutenu par la ville, obtienne la présidence de Grenoble-Alpes-Métropole. Finalement, Christophe Ferrari, soutenu par les petites communes, mais aussi la République En Marche et quelques voix de droite, a conservé son siège. Dans la foulée, Yann Mongaburu a également perdu son poste au syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG. Vous prenez une écologie rurale, mais on voit bien que pour certaines petites communes, c'est un peu compliqué de voter pour un candidat écolo. Alors, je pense que c'est effectivement plus compliqué que ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est vrai que je dirais que c'est un peu décevant, tout cet épisode qu'on a pu voir à la métropole. Quand je parlais d'urgence, je pense qu'on aurait pu bien plus tôt faire un choix au sein de la gauche et des écologistes, faire un vrai choix politique, parce que c'était ça d'abord, c'était un choix politique. À quelle vitesse on veut avancer, et que pour le coup, ce choix-là n'a pas été tranché, et puis ensuite on est allé dans une guerre de personnes, et puis du coup on a donné, et moi ce que je regrette, une place à la droite, à la majorité présidentielle en place, alors que je dirais c'est pas du tout le reflet des élections municipales. Donc je dirais qu'il y a une vraie anomalie démocratique. Voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense que ça doit nous interpeller sur le fonctionnement des métropoles actuellement. Et de ce lien avec les citoyennes et avec les citoyens. C'est vrai qu'en même temps, on a vu la métropole lyonnaise avec Bruno Bernard, avec un projet politique fort, et qui maintenant le met déjà en place. On l'a vu avec la municipalisation de l'eau, et qui avance. Et donc il y a peut-être des choses à vraiment réfléchir sur quelque chose de peut-être plus direct, en tout cas pour les métropoles, se repositionner et de réfléchir aussi à ce lien commune, intercommunalité. Je pense que c'est un des grands débats qu'il va falloir ouvrir, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation, de cette, je dirais, non politique, parce que moi la politique ça m'intéresse, c'est tracer des trajectoires, c'est avoir des objectifs, et là pour le coup on manque terriblement d'objectifs. Quand je vois le PFL qui est du coup avec l'établissement public foncier local. Voilà, l'établissement public foncier, oui, c'est bien de me le souffler, qui du coup avec une orientation très à droite qui ne correspond pas Christian Coignet a été à sa tête. Et je vais dire, je pense que c'est une vraie réalité, une commune qui n'était pas dans les clous avec les logements sociaux et qui du coup récupère cette présidence. Encore une anomalie démocratique. Moi, c'est vrai que Yann Mongaburu, le travail qu'il a pu faire au SMAG, je dirais extraordinaire quand même, ce qui a été fait en si peu de temps sur cette question des mobilités, sur cette énergie qu'il a pu déployer pour rassembler des territoires comme la métropole, le Pays Voironnais, le Grésivaudan, pour avoir, et là pour les habitants, parce que là concrètement c'est pour les habitants, pour avoir des mobilités qui soient en lien justement de la ruralité jusqu'au cœur de la métropole. Je pense que d'ailleurs d'autres territoires, moi le territoire du Trièves, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à ça pour avoir une vraie réflexion commune aussi avec la métropole sur cette question des déplacements. On a une ligne de chemin de fer, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas ce lien-là et le travail qui a été fait par la métropole et par Yann Mongaburu, je trouve dommage du coup qu'on ait souhaité tourner la page. En tout cas, moi je serais très attentif aux nouvelles mesures qu'ils ont prises. Je n'ai pas encore tellement vu d'orientation, mais en tout cas moi je serais très attentif, parce que cette question des mobilités, elle est primordiale, et c'est souvent un des premiers aspects que nos concitoyens nous renvoient, quoi. Quand on n'a pas de mobilité, quand on ne peut pas se déplacer, on n'a pas accès à la santé, on n'a pas accès à la culture, on n'a pas accès à l'éducation. Alors Sylvain Laval, qui est le nouveau président du SMAG, semble plutôt s'orienter vers un élargissement du SMAG, notamment vers le Trièves. En revanche, il ne semblerait pas forcément pour la gratuité des transports en commun, ponctuellement, comme aurait pu l'être Yann Mongaburu. Vous étiez venu sur ce même plateau il y a un an pour nous parler du rapport que vous aviez rédigé sur la gratuité des transports en commun. Est-ce que vous pensez que ce serait dommageable pour l'agglomération si on ne passait pas par cette étape ?
Alors c'est cette question justement, notre rapport sur la gratuité était justement de se dire que la gratuité, on ne doit pas l'aborder en un seul bloc, que c'est un outil, c'est une solution parmi d'autres, mais surtout que ça doit s'appréhender en fonction des territoires. Et que, c'est vrai, si je prends l'exemple de la métropole, des transports, si je prends l'exemple du tramway, qui est déjà souvent déjà bondé et déjà surutilisé, il faut déjà travailler sur l'offre, il faut déjà développer cette offre et effectivement ensuite réfléchir à la gratuité, à cette gratuité des transports. L'inconvénient de la gratuité, c'est que ça fonctionne. C'est que du coup, ça permet à des gens de prendre les transports en commun. Mais donc, du coup, il faut avant faire en sorte que justement, on ait des transports suffisants. Et par contre, ça ne se regarde pas aussi que sur une focale urbaine. Moi, je pense qu'il y a tout ce qui se passe aussi sur les territoires ruraux, parce que c'est ce qu'on avait mis dans le rapport, faire attention qu'il n'y ait pas une distorsion entre zone urbaine et zone rurale, et avec une zone urbaine qui est les transports, la gratuité, et puis tout ce qui va avec, et puis les zones rurales qui n'aient aucun transport ou des transports très chers. Et là, à travers la gratuité, on peut vraiment booster, on peut vraiment réfléchir à des choses. Si je prends le Trièves, on a notre ligne de train indispensable qui est ce cordon qui peut nous servir. Actuellement, sans abonnement, c'est 11,50 € pour faire Clair-Grenoble. Une famille de 5, c'est plus de 60 €. C'est pas pensable. Forcément, on prend la voiture. Là, je pense qu'il y a réellement à réfléchir sur une tarification, que ça peut être la gratuité, mais en tout cas d'arriver à avoir une vraie politique sur les tarifs, parce que si on veut que des gens laissent leur voiture, utilisent les transports en commun, du coup gagnent du temps, gagnent de la sécurité et que ça coûte moins cher pour eux, il faut aller dans cette direction-là. Et je pense qu'on a énormément de choses à faire et qu'on ne peut pas résumer et de dire non, pour moi la gratuité c'est non. Voilà, c'est pas comme ça qu'on prend les choses, il faut les regarder de manière beaucoup plus large. Alors on voit quelques images de la bataille qui a permis de remettre sur les rails la ligne Grenoble-Gap. Il y a des travaux qui vont d'ailleurs commencer ces jours-ci, des travaux d'abord entre Jarret et Vif, puis entre Aspres et Clair, qui vont durer 2 ans. La bataille a été rude, mais ça valait le coup. C'est vrai que ça fait plaisir voilà, de revoir ces images, parce que la bataille a été rude. C'est d'abord une bataille collective, avec un collectif très fort, avec des citoyens impliqués de longue date, et puis une vraie cohésion avec l'ensemble des élus. Et puis c'est la preuve que ces batailles-là, quand on a de la conviction, quand on a envie, ça fonctionne. Et qu'on arrive à, je vois Jean-Baptiste Djebari, à faire changer de la perception des choses, parce que c'est vrai qu'on est passé d'un état où on nous disait non mais cette ligne, elle transporte 90 personnes par jour, elle n'a aucun avenir, et puis il vaut mieux la remplacer par des bus, à force de persuasion, à force d'explication, de montrer que non, au contraire, c'était un axe indispensable pour le développement à la fois des territoires ruraux, un axe indispensable aussi pour la zone urbaine et pour la métropole, parce que si on veut diminuer le nombre de voitures qui arrivent sur la métropole, si on veut diminuer cet engorgement, il faut s'appuyer sur ce type d'infrastructure, qu'on a encore beaucoup de travail, parce que là, on va dire qu'on a des travaux qui vont commencer pour pouvoir pérenniser à court terme cette ligne, mais on a encore énormément de faire pour la pérenniser à long terme. Et là, moi, j'ai un petit regret, en tout cas une nouvelle bataille. On sait que l'État a proposé aux différentes régions, sur ces lignes, ce qu'on appelle les dessertes fines du territoire, d'avoir des négociations, en tout cas un vrai travail de fond sur qu'est-ce qu'on fait de ces lignes, avec des répartitions, certaines en gestion par l'État, d'autres États-régions et d'autres régions. Et ça, en concertation avec l'ensemble des régions. Ce travail a déjà été fait avec plusieurs régions. Je sais que la région, par exemple, Grand Est, a déjà signé un contrat avec l'État et avec Jean-Baptiste Djebari. Aujourd'hui, moi, j'ai interpellé Laurent Wauquiez. Je lui ai fait un courrier. J'ai eu une réponse très, très courte en me disant que oui, il allait peut-être y réfléchir, mais que pour l'instant, rien n'avait été fait, aucune discussion n'était entamée avec l'État. Moi, ça m'inquiète, parce que ça, c'est la deuxième phase, quoi. OK, on a sauvé la ligne, mais maintenant, il faut la développer, il faut la faire fonctionner. Et là, on a énormément de choses à faire.
Alors, pour terminer, le sujet de la semaine, c'était aussi évidemment l'assassinat de Samuel Paty vendredi dernier dans les Yvelines, ce prof d'histoire géo de collège décapité par un fanatique religieux, un jeune homme de 18 ans. Quelques jours auparavant, il avait fait un cours sur la laïcité à ses élèves de 4e. Il leur avait présenté des caricatures de Mahomet parues dans Charlie Hebdo. Depuis, les rassemblements se sont multipliés un peu partout en France. Dimanche dernier, plus de 1500 personnes, beaucoup d'enseignants se sont retrouvés sur la place de Verdun à Grenoble, certains avec des pancartes « Je suis prof », comme un écho tragique au « Je suis Charlie ». Certains ont même entonné une marseillaise, applaudi. D'autres institutions ont également organisé des minutes de silence, comme à l'université Grenoble-Alpes. Vous étiez place de Verdun. Guillaume Gontard, vous étiez également à la Sorbonne pour l'hommage national qui a été rendu à Samuel Paty mercredi soir. Un homme tranquille, comme l'a dit Robert Badinter, puis le président de la République. C'est difficile de trouver des mots quand on a été témoin de ça. Ah bah, c'était particulièrement... J'étais à la Sorbonne, effectivement, et c'était un moment très fort, très, très émouvant. Il y avait la famille de Samuel Paty. C'était à la fois bouleversant, mais je dirais que dans ce moment-là, tout a été bien choisi. Et pour le coup, moi, je salue les paroles du président de la République qui étaient justes, qui étaient ce qu'il fallait dire au bon moment. Le lieu aussi, ce temple du savoir, de la transmission. Donc c'était très fort que ça se passe là. Ses collègues qui ont témoigné, ses professeurs, en fait, c'était vraiment la mise en avant justement de ce métier de professeur, d'instituteur, d'enseignant, de transmission du savoir, parce que ça passe par là. Je veux dire, c'est cet islamisme radical, c'est ce terrorisme, on ne pourra le combattre qu'à la fois en étant unis, en ayant une vraie cohésion dans notre pays. On n'a pas raison tout seul. On voit bien qu'il y a une succession de gouvernements, de toute sensibilité. Personne n'a réellement réussi. Donc je pense qu'il faut aussi en prendre acte, regarder clairement les choses et en fait, en tout cas, se dire que ce qu'a fait Samuel Paty, c'était déjà pour le coup une réponse, parce que de dire qu'il faut prendre les choses à bras-le-corps, il faut mettre cette liberté d'expression vraiment en avant, montrer que le sens critique c'est important, que ça se passe à l'école et que c'est un des meilleurs moyens du coup de combattre cet extrémisme. Est-ce que vous pensez que les politiques n'ont pas pris justement ce sujet assez à bras-le-corps, peut-être pour ne pas déplaire à une communauté, pour ne pas la stigmatiser, on n'est pas allé dans le dur et c'est la conséquence aujourd'hui ? En tout cas, il ne faut surtout pas stigmatiser, ça c'est certain. Je veux dire, il y a des pratiquants, la très grande majorité des pratiquants de l'islam. On est dans un pays laïque, ont le droit de pratiquer leur religion et le font de manière, je veux dire, sans aucun problème. Ils sont d'ailleurs les premières victimes de ce qui se passe. Donc il ne faut surtout pas stigmatiser. Et c'est un des pièges d'ailleurs qui nous est tendu, et c'est ce que veulent ces extrémistes religieux. Donc il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Je pense que souvent on a eu des réponses trop justement sous le coup de l'émotion, avec peut-être essayer par des textes de loi comme ça, mais qui n'avaient pas forcément de portée. Je pense qu'en fait, il faut peut-être revenir à du concret, à de la présence humaine. Je parlais des professeurs. Je pense qu'il y a eu peut-être aussi, de la part des professeurs, de revaloriser ce métier de professeur, d'accompagnement. Je pense que les professeurs, le fonctionnement de l'éducation nationale ne se sentent pas forcément assez soutenus, et notamment sur ces questions-là, d'avoir un vrai soutien, un vrai accompagnement, des formations aussi sur la manière d'appréhender ces sujets-là, et puis bien sûr aussi sur tout l'aspect du renseignement, des forces de police, mais encore plus ferme lorsqu'il y a des écoles mais encore de la même manière, c'est de la présence humaine, et c'est, je pense qu'on paye aussi un abandon de certains territoires de notre République. Je veux dire, quand on enlève des services publics, moi j'ai été assez frappé quand même. On parlait de Mistral, par exemple, ou sur Grenoble, voilà, qui avait fait du quartier Mistral. C'est vrai qu'une des réponses a été de dire on va remettre un commissariat au cœur de Mistral. Je me suis dit, mais comment c'est pas possible que ça soit pas fait avant ? Enfin, je veux dire que même que le commissariat ait disparu. C'était un abandon justement de l'État, et donc je pense qu'il faut au contraire amener
continuer à mettre des services publics sur l'ensemble de ces quartiers et encore plus dans les quartiers défavorisés, parce que ce lien de l'État, cette présence de l'État, elle est importante. Et puis surtout cette présence humaine, on ne pourra pas s'en passer, et on le voit dans tous les secteurs de notre société. Là, il y a un vrai enjeu. Alors on va me dire oui, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, mais le fait de ne pas en mettre, on voit bien, ça coûte encore plus cher. Vous parliez de texte tout à l'heure sur ce sujet. Le Sénat a voté cette semaine une proposition de loi des Républicains pour inscrire dans la Constitution la prééminence de règles de la République, selon lequel nul individu, nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer de la règle commune. Ce texte, il avait été préparé et inscrit à l'ordre du jour avant le décès de Samuel Paty. Les groupes de gauche, le vôtre, PS, PCF, n'ont pas pris part au vote. C'est pour la raison que vous venez de nous expliquer ? Oui, parce que je pense, on a fait la demande commune, notamment au président du Sénat, de retirer ce texte. Parce que c'était déjà un texte qui arrivait avant les événements de Samuel Paty, que le moment était particulièrement mal choisi, que je dirais on était dans un moment d'union nationale et que les conditions pour nous n'étaient pas réunies pour débattre. Ensuite, sur le fond du texte, voilà, c'était faire croire qu'on allait répondre par une manière législative en touchant quand même la Constitution. On ne le fait pas en 3 heures de débat, non, et ça a des vraies implications. Un texte aussi mal préparé, et puis surtout quand on regarde, on s'aperçoit qu'on a tout ce qu'il faut. Enfin, je veux dire qu'il ne venait rien en fait changer sur notre Constitution. Le premier article de la Constitution rappelle quand même les principes de la laïcité, c'est l'article 1er. Donc voilà, et je pense que c'est justement pas avec ces méthodes-là qu'on fonctionne. On ne doit pas l'utiliser politiquement. Je pense qu'il y avait un temps à avoir. Par contre, on ne refuse absolument pas le débat, bien au contraire. Et il va y avoir un texte du gouvernement qui va être proposé. Ça sera là le temps du débat, le temps de la réflexion. Mais surtout, ça ne passe pas que par des textes sur des changements d'ordre constitutionnel. Ce que je dis, ça passe par l'ensemble des éléments de notre société. Je parlais des services publics, je parlais de l'éducation. C'est sur tous ces secteurs-là qu'on doit réfléchir à cette question-là et l'avoir en tête. Merci beaucoup Guillaume Gontard d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez nous retrouver samedi à 13h et en replay sur télégrenoble.net. Excellent week-end à tous.